Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la bibliothèque de Lapardieu. Merci à vous d'être venus pour cette table ronde, donc, qui est proposée dans le cadre du lancement du dernier numéro de Pop Science Mag sur le thème de la santé, donc, que vous avez pu voir à l'entrée de la salle et donc, qui est disponible gratuitement. Donc, cette table ronde a pour thème les expositions environnementales, donc, pour mieux comprendre comment notre environnement peut avoir une influence sur notre santé. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Fabien Vavre, qui est chercheur au CNRS en biologie de l'évolution, Béatrice Ferver, qui est cancérologue, et Samantha Dizier de Pop Science, donc, qui est notre partenaire pour cette soirée. En termes très pratiques, la table ronde va durer donc jusqu'à 19h45 et ensuite, on procédera à un temps d'échange jusqu'à 20h15. Je passe la parole à Isabelle Bonardi de Pop Science et je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous et merci de votre présence avec nous ce soir. Merci beaucoup à la Bibliothèque municipale de Lapardieu et à son service sciences et techniques de cet accueil qui est cohérent aussi dans notre collaboration autour de leur cycle Pensée critique. Donc, on est ravis de ce partenariat. Cette soirée est proposée par Pop Science, qui est un dispositif de l'Université de Lyon, et qui a pour objectif toute l'année de vous proposer des rendez-vous comme celui de ce soir pour vous expliquer ce qui se passe dans les laboratoires de recherche du site de l'Université de Lyon. Cette soirée n'aurait pas lieu sans le soutien de certains partenaires qu'on remercie, qui sont cités sur ce petit panneau, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la métropole de Lyon. Le projet est soutenu aussi dans le cadre d'un projet qui s'appelle Lisière, qui a reçu un label du ministère de la Recherche. Le label s'appelle Science avec et pour la société, pour les acronymes. Et puis la CASDEN qui nous aide aussi à organiser cette soirée. Et puis pour chaque numéro thématique du magazine Pop Science, on a des partenaires qui du coup sont très impliqués dans le thème. Et en l'occurrence, on a beaucoup travaillé pour ce numéro-là avec le projet SHEPMED qu'on va aussi aborder dans la soirée et qu'on va vous détailler. Je regarde si j'ai oublié personne. Je vais passer la parole à Isabelle von Bulsingslöwen qui est avec nous ce soir et que je remercie de sa présence, qui est présidente de l'Université Lumière Lyon 2, mais qui est également notre vice-présidente à nous pour Pop Science Portail à l'Université de Lyon, et qui par ailleurs est très impliquée sur le thème de ce soir parce que vous êtes historienne, sur l'histoire notamment de la santé en psychiatrie, santé mentale. Donc voilà, je lui laisse la parole pour une introduction. Merci. Merci Isabelle. Oui, alors, je voulais simplement dire quelques mots sans cacher les vedettes. Pour d'abord vous remercier d'être là, hein, toutes et tous, assez nombreux, et dire quelques mots effectivement sur le programme ShapeMed. Fabrice en reparlera peut-être, qui est donc un programme qui est porté par Lyon 1, Lyon 2, donc les deux universités, mais qui en réalité implique dans ces programmes l'ensemble des établissements universitaires du site sur les questions de santé et plus précisément sur ce qu'on appelle le One Health, une seule santé. Alors qui est une invention un petit peu récente, mais bon, les historiens ont tendance à dire que finalement ça renvoie à la médecine hippocratique, hein, donc on peut remonter très très loin dans le temps pour voir les racines de ce nouveau courant de la recherche en santé, on va dire, hein, plus qu'en médecine, en santé, qui prend en compte donc des aspects qui ne sont pas strictement médicaux, mais qui travaille vraiment sur la relation entre l'homme, la femme hein, aussi, l'être humain, on va dire, et son environnement, y compris d'ailleurs son environnement animal, mais aussi son environnement naturel, social, etc. D'où ce programme qui en fait allie des collègues qui travaillent donc dans des disciplines soit de sciences de la vie, soit de sciences plus dures, et puis des collègues qui travaillent donc plus dans le domaine des sciences humaines et sociales, donc en particulier dans des disciplines telles que la psychologie sociale, mais aussi l'anthropologie, par exemple, ou la géographie humaine et des tas d'autres disciplines qui sont impliquées donc, dans les différents programmes qui sont financés donc, dans le cadre
de ce vaste consortium ShapeMed at Lyon. Voilà, donc je pense que Fabrice en dira peut-être un peu plus tout à l'heure. Alors pour l'actualité, actuellement sur ces questions de santé, c'est vrai que le site de Lyon-Saint-Étienne est extrêmement dynamique en matière de recherche, mais aussi de formation. Et donc l'actualité est plutôt chargée dans ce domaine, puisque vous savez peut-être que le 17 décembre, on va, j'espère que je ne me trompe pas de jour, mais je crois que c'est ça, on va inaugurer ce qu'on appelle l'Académie de l'OMS, donc l'Académie de l'Organisation mondiale de la santé, alors qui va s'installer donc à Lyon, sur le site de Gerland, et dont finalement l'objectif est de produire, on va dire, des modules et de la formation tout au long de la vie, de la formation continue à des professionnels de santé au sens très très large, venant du monde entier, pour finalement les mettre à niveau sur les connaissances les plus récentes en matière de santé. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Je pense qu'il est même prévu que le président de la République se déplace, enfin s'il est toujours là, on ne peut pas savoir. Mais en principe, c'est prévu. Et donc, voilà, ça, c'est par exemple une initiative qu'on attend depuis très longtemps. C'est un projet qui se prépare depuis des années. Voilà. Autre projet beaucoup plus modeste, mais qui est très, très important pour nos établissements d'enseignement supérieur, c'est l'ouverture au mois de janvier prochain, si tout va bien, si on n'est pas en faillite budgétaire d'ici là, du centre de santé mentale, du site étudiant, centre de santé mentale étudiant, pour le site de Lyon. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on prépare depuis des années, qui va enfin voir le jour. On a des locaux qui sont presque prêts, on a recruté la direction, les personnels. Et ce qui est peut-être un peu plus triste à dire, c'est que ce centre, il va être vite submergé par les demandes étudiantes qui sont très, très nombreuses et que nous, établissements, à titre individuel, on n'arrive plus à prendre en charge. Donc, bon, ça, vous connaissez, l'effet Covid sur nos étudiants a été assez désastreux. Et puis, voilà, donc on s'est dit pourquoi ne pas mutualiser quelque chose entre tous nos étudiants, et puis peut-être qu'il y aura des liens aussi à faire entre des programmes de recherche et puis même des formations. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Et puis, donc, je vais lancer cette soirée autour du dernier numéro donc, de Pop Science. Et donc, donner la parole. Mais par contre, j'ai oublié dans quel ordre. Voilà, donc... Merci beaucoup. Merci à vous. Je reprends juste la parole pour présenter mes deux collègues, Anne Guinaud et Samantha Dizier au centre, qui sont les deux rédactrices en chef du Pop Science Magazine et qui vont animer pour nous la soirée. Et Anne Guinaud va commencer par nous présenter le magazine. Merci, je serai très brève parce que j'imagine que c'est le débat qui vous intéresse. Juste quelques petits mots pour présenter le Pop Science Mag, dont j'ai le plaisir d'assurer la rédaction en chef avec Samantha, qui est ici présente et qui va animer la soirée. Alors, Pop Science Mag, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est le magazine de vulgarisation scientifique de la Commu Université de Lyon, qui regroupe les principaux établissements de Lyon et Saint-Étienne, d'enseignement supérieur et de recherche. Et le but, c'est d'explorer une thématique à fort enjeu sociétal via les travaux, les questionnements et les réalisations des chercheurs de Lyon-Saint-Étienne, toutes disciplines confondues, tous établissements également présents et qui sont compétents dans le domaine. Donc voilà, on a une vision très 360 de l'exploration d'une thématique par les travaux de recherche, et on bénéficie de la collaboration pour ce faire des chercheurs, alors au sein déjà d'un comité scientifique qui nous aide
auquel Fabrice a participé notamment, pour la réalisation du magazine qui nous aide pour retrouver les bonnes pistes de thématiques ou de rubriques, les contacts, qui pilotent bien le travail. Et ce numéro a bénéficié donc de la collaboration de 6 personnes dans un comité scientifique, 6 enseignants-chercheurs, et de 25, l'intervention de 25 chercheurs émanant de 18 établissements du site Lyon-Saint-Étienne, qui est très riche, comme vous pouvez vous en douter. Voilà. Un spécial merci aussi à nos journalistes, dont certains sont présents dans la salle, qui font un énorme travail, un travail de très grande qualité rédactionnelle et d'enquête. Donc je vais les nommer. Nous avons Marie Privé, Caroline Depecker, Samantha Dizier, qui est également journaliste. Et puis, nous avons Grégory Fléchet. Et j'ai peut-être oublié quelqu'un. Clémentine Vignon, Clémentine Vignon, nouvellement arrivée. Donc, bravo à eux et merci beaucoup. Ce magazine paraît 2 fois par an. Il est disponible donc sur support papier, comme vous l'avez vu à l'entrée, et également mis en ligne intégralement sur le site, le portail Pop Science de l'Université de Lyon. Voilà, donc n'hésitez pas à le lire, à le diffuser, diffuser autour de vous ce support qui est un pur produit service public et qui veut rendre la science accessible à tous et nous permettre d'être plus éclairés. Voilà, bonne soirée à tous et bon débat. Je vais laisser peut-être la parole maintenant à ma collègue Samantha qui va pouvoir ouvrir la rencontre. Merci beaucoup. Merci Anne. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette rencontre et merci d'être aussi nombreux pour venir nous écouter. Donc, comme mes collègues l'ont très bien présenté, maintenant vous savez parfaitement ce qu'est le Pop Science Mag. Donc, aujourd'hui, nous allons parler plus spécifiquement de santé et nous avons choisi de nous axer sur un sujet que vous pourrez retrouver notamment dans le numéro au travers d'un article dans le chapitre environnement. On va parler aujourd'hui des expositions environnementales et plus spécifiquement de ce qu'on appelle l'exposome. Donc, nos 2 intervenants vont nous expliquer plus précisément de quoi il s'agit. Mais pour vous donner un petit aperçu, quand on parle d'exposition environnementale, c'est vraiment tout ce qui va nous entourer en fait, depuis qu'on est dans le ventre de notre mère en tant que fœtus jusqu'à notre mort. Donc ça va être les expositions atmosphériques, l'air, l'eau, ce qu'on va également manger, la nourriture. Fait, tout ce qui va nous entourer. Il y a également tous les aspects psychosociaux, notre travail, le stress, etc. Donc on est vraiment exposé à plein de choses aujourd'hui, et c'est donc ce qu'on va appeler l'exposome. Et c'est ce dont on va discuter là ce soir. Et surtout qu'on a choisi ce sujet parce qu'on est quand même dans l'actualité. En 2022, notamment sur la métropole de Lyon, vous avez peut-être entendu parler des PFAS, ou PFAS en français, donc c'est les perfluorés, des polluants éternels qui sont en fait des substances chimiques créées par l'homme, qui vont notamment servir pour les poêles, qui ont des propriétés anti-adhésives, mais ça on pourra le détailler plus tard, et en fait qui sont extrêmement polluantes et qui vont très peu se dégrader dans l'environnement, donc qui posent problème. Donc c'est des choses dont on entend de plus en plus parler dans l'actualité, donc c'est un sujet qui nous semblait important de débattre aujourd'hui. Et donc pour ça, nous avons le plaisir d'accueillir donc Fabrice Vave, donc vous êtes chercheur au CNRS en biologie de l'évolution, directeur du laboratoire de biométrie et biologie évolutive à l'université Claude Bernard Lyon 1, et également membre du bureau du projet ChepMed Lyon, qu'on a déjà évoqué aujourd'hui. Donc c'est un projet qui va s'appuyer sur l'ensemble des forces scientifiques du site Lyon-Saint-Étienne pour développer des projets de recherche et de formation dans le domaine de la santé et du bien-être. Et vous avez fait également partie du comité scientifique de ce numéro du Pop Science Mag, où vous avez notamment écrit un article avec Marie Préau sur la dynamique engendrée par le projet ChepMed. Donc vous pourrez le retrouver en fin de magazine. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Béatrice Ferver. Donc vous êtes cancérologue, chef du département cancer-environnement du Centre Léon Bérard de Lyon. Et vos travaux de recherche visent à mieux comprendre les causes environnementales du cancer et d'agir sur les facteurs de risque avant, pendant et après la maladie. Et vous avez également participé au numéro en étant interviewé sur cette notion d'exposome dans l'article du fameux chapitre environnement
que vous pourrez retrouver en quittant la salle et que vous pourrez consulter tranquillement. Donc pour démarrer cette soirée, je souhaitais vous demander à tous les deux de déjà commencer par nous expliquer ce que c'est ce concept d'exposome et comment est-ce qu'il a émergé. Béatrice, si vous voulez commencer. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de Sciences Pop Mag de nous avoir invités ce soir. Et cette soirée et l'effort du journal sont extrêmement importants. C'est une étape importante de nos recherches, donc comprendre les facteurs de risque et agir sur les facteurs de risque. Et le transfert de connaissances, l'échange sur les connaissances, de les rendre accessibles aux acteurs des politiques publiques, mais aussi à la population plus largement, sont importants si on veut avancer dans la compréhension et dans la prévention de ces différents facteurs. Donc, je remercie vraiment de votre initiative, en plus sur un sujet assez complexe qui est exposome. Alors, qu'est-ce que c'est le fameux exposome ? Vous l'avez déjà évoqué, on entend parler des PFAS, des pesticides, de la pollution de l'air, mais en fait, on est tous exposés à une multitude de facteurs, à la fois dans l'environnement, mais aussi il y a notre alimentation, il y a le fait est-ce qu'on fait du sport ou pas, est-ce qu'on fume ou pas, et ils ne sont pas indépendants, mais c'est une multitude de facteurs, et donc cet exposome intègre l'ensemble des facteurs auxquels un individu est exposé et intègre aussi une dimension temporelle, puisque ce n'est pas les expositions la plupart du temps d'hier qui creusent, qui vont être à l'origine de pathologies, mais c'est l'ensemble, la somme des expositions depuis notre naissance. Vous aviez dit exposition in utero. Mais si on revient à la biologie de base, 2 minutes, lors du développement in utero, il y a le fœtus. Et ces cellules germinales sont déjà présentes. Donc lorsqu'une femme est enceinte et qui est exposée, on a 3 générations qui sont exposées simultanément, la femme, le fœtus et les gamètes, les cellules germinales du fœtus, qui sont également déjà présents. J'étais récemment pour un colloque au Canada où ils parlent sur les populations originales. Ils disent qu'il faut toujours se comporter pour apporter le bénéfice à cette génération. Donc cette génération biologiquement, voilà, on peut le faire aussi, mais 3 générations très clairement parce qu'ils sont présents. Et on a aussi potentiellement parfois des effets transgénérationnels, c'est-à-dire des effets, des expositions avant même la conception, et donc qui peuvent, par certaines modifications épigénétiques, se transférer. Donc l'exposome vise à intégrer à la fois les différentes dimensions, et on va y venir, des expositions donc, auxquelles on est exposé dans notre vie quotidienne, en intégrant une dimension temporelle et en tenant compte de cette complexité des expositions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme exposition ? L'exposome tel qu'il a été proposé par Christopher Wild, l'ancien chercheur et anciennement directeur de l'agence cancer de l'OMS, ici présent sur Lyon. Il a proposé ce concept de l'exposome en 2005 par, je dirais pas opposition, par complémentarité à notre génome, à nos gènes. Et donc, l'exposome, c'est tout ce qui n'est pas nos gènes et comprend en fait 3 dimensions telles qu'il a proposé. C'est tout d'abord les expositions spécifiques, ce qu'on peut mesurer, comme le tabagisme. Si je vous demande est-ce que vous fumez, combien de cigarettes vous fumez, vous pouvez à peu près répondre. Donc là, la mesure est encore relativement facile. Il y a aussi notre alimentation, l'activité physique.
est-ce qu'on s'expose au soleil ou pas, mais aussi d'autres facteurs mesurables, comme effectivement la concentration de polluants de l'air ou de pesticides, ou encore ces fameux PFAS. Tout ça, ça rentre dans ce qu'il a appelé un environnement spécifique, mesurable. Il y a également une autre dimension d'un environnement extérieur général. C'est des choses qu'on peut peut-être caractériser, auxquelles on peut s'approcher en les caractérisant, mais qui sont un peu plus complexes. C'est par exemple l'environnement urbain ou l'environnement rural ou notre contexte socio-économique ou socio-culturel qui peuvent aussi avoir un impact sur notre santé. Et donc c'est un environnement plus général qu'on peut pas, il n'y a pas un outil pour précisément le mesurer. Et si on veut l'étudier, il faut mettre en œuvre d'autres dimensions. Et puis, il y a un troisième compartiment, que c'est l'environnement biologique interne. Et c'est justement, c'est pas nos gènes, mais c'est tous nos autres facteurs biologiques, notre statut hormonal, l'âge et des facteurs biologiques associés à ça, et comment ces facteurs extérieurs vont interagir aussi, non seulement avec éventuellement nos gènes, mais aussi avec notre biologie. Par exemple, une femme jeune, non ménopausée, va être susceptible ou va avoir une autre réponse à certaines expositions qu'une femme qui est ménopausée. Et on a montré dans nos études qu'une femme qui est en transition ménopausique ou préménopause a encore une autre réaction potentiellement à certaines expositions environnementales. Donc il y a une interaction entre ces différents comportements. Mais en fait, Christopher Wright, c'était une idée assez pertinente de proposer ça. Mais en fait, quand on fait un petit peu d'histoire, il n'était pas le premier à avoir cette idée-là. Il y avait un chercheur dans les années 60, d'origine française, qui a surtout travaillé aux États-Unis, René Dubos, qui a travaillé sur les antibiotiques et qui, en fait, avait en idée, ce serait quand même bien qu'on puisse mesurer la biologie de l'environnement, la biologie de notre organisme et comment l'environnement nous impacte. Et il a dit, c'est dommage, on n'a pas les outils pour le faire. Et en 2005, quand Christopher Wright a proposé l'exposome, c'est justement avec les techniques aujourd'hui, qu'on dit omiques, qu'on peut mesurer un certain nombre d'approches ou de facteurs, notamment de l'environnement biologique interne, mais on peut aussi avec, vous connaissez peut-être tous les données de Atmo, Auvergne-Rhône-Alpes, qui mesurent des concentrations de polluants de l'air. Ça, c'est important aussi pour pouvoir les étudier. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec cet exposome? Très bien, il faut toujours des cadres, des concepts, mais qu'est-ce qu'on fait avec cet exposome? Premièrement, avec la meilleure compréhension des mécanismes de développement des maladies, on se rend compte également qu'il y a différents mécanismes par lesquels les maladies se développent. Par exemple, pour le cancer, on connaît aujourd'hui 10 mécanismes différents par lesquels des substances qui ont un effet cancérogène peuvent conduire à un développement des cancers, par des effets inflammatoires, par ce qu'on appelle un stress oxydant, par empêcher les cellules de mourir, par des effets médiés par des récepteurs. Et donc, on connaît différents mécanismes, mais ils restent quand même assez limités dans le temps et on se rend compte, peut-être différentes substances, ils peuvent activer les mêmes mécanismes ou éventuellement s'additionner, et donc la nécessité de mieux comprendre comment notre multi-exposition peut conduire au développement de la maladie en comprenant mieux et en étudiant comment se font ces interactions. Et donc, il y a aujourd'hui un peu un débat parce que ces environnements de l'exposome, c'est assez complexe. Est-ce que c'est un concept en fait intégratif? Et en tant que chercheur, je dis oui,
parce qu'on intègre les différentes dimensions et on a une approche plus explicite à la réalité de nos expositions tout au long de la vie et potentiellement des interactions entre les différents facteurs. Et puis, il y en a d'autres qui disent, c'est très bien, vous parlez tout le temps de l'exposome, mais personne ne mesure vraiment. Est-ce que pouvez-vous me montrer une étude où vous mesurez tout ça? Et donc, il y a un débat de dire, est-ce que c'est intégrative, puisqu'on se rend compte de ces différentes expositions et de leur interaction, et on peut essayer d'au mieux y répondre. Mais effectivement, je ne vois pas une étude qui intègre toutes ces dimensions à la fois, et c'est techniquement pas possible. Et donc, d'autres disent, du coup, c'est réductionniste, parce que vous dites, vous faites exposome, mais finalement, vous choisissez quelques facteurs que vous étudiez. Et dans la science, on essaie toujours de faire au mieux, mais techniquement, aujourd'hui, on ne peut pas tout étudier. Alors, personnellement, pour moi, le principe de l'exposome, c'est un peu quand on a un plan. Et je peux dire, regardez, nous, on est là, aujourd'hui, on veut aller là. Et l'exposome, c'est un petit peu pareil. On peut dire, voilà, dans cette étude-là, je vais étudier l'interaction entre l'environnement urbain, par exemple, où je vais essayer de caractériser l'environnement urbain, où je vais prendre en compte dans ma population les facteurs socio-économiques et voir comment ils interagissent avec l'exposition à la pollution de l'air. Est-ce que des personnes qui vivent dans un contexte ou ont un parcours de vie socio-économique défavorable ont peut-être plus de risques à développer des pathologies face à la pollution de l'air. Et donc, intégrer le concept de l'exposome nous permet de mieux voir comment je positionne ces différentes connaissances et ces différents facteurs. Je vais m'arrêter là. Et je pense que Fabrice il va parler de ShapeMed aussi, parce que ShapeMed, par son approche interdisciplinaire de mettre différentes équipes autour de la table, nous force aussi à bien nous situer sur la carte de l'exposome quand on développe des études et quand on propose des projets. Merci Béatrice. Effectivement, Fabrice, si vous voulez peut-être compléter et puis peut-être aller peut-être au-delà de l'humain, parce que cet exposome, il ne touche pas que l'homme. Oui, je vais peut-être essayer de reprendre quelques éléments. Donc déjà, bonsoir à toutes et à tous. Donc ravi également d'être ici. Alors, je vais quand même commencer par un aveu. Je ne travaille pas sur l'exposome, donc attention à ce que je vais raconter. Mais peut-être un point intéressant aussi sur justement d'où vient cette notion d'exposome. Donc en effet, 2005, c'est le grand début, mais Isabelle l'a rappelé tout à l'heure, cette relation entre la question de la santé et de l'environnement était présente déjà, en effet, avec Hippocrate. Donc on a perdu à un moment le fil de la relation entre santé et environnement. Alors de manière étonnante, on ne l'a pas perdu dans tous les domaines, et notamment... je vais me référer un petit peu à ce qu'on fait dans mon domaine, qui est la biologie de l'évolution. On a une équation qu'on adore chez nous, qu'on appelle l'équation du sélectionneur. Et l'équation du sélectionneur, elle est assez simple. Elle dit simplement que le phénotype, c'est-à-dire les traits d'un individu, sont en fait la somme de l'influence de son génotype, de l'environnement et de l'interaction entre le génotype et l'environnement. Et donc, en fait, dans cette équation, on voit bien que ce que l'on est, c'est en effet notre génome, mais c'est aussi notre environnement et la manière dont on interagit entre génome et environnement. Et donc ça traduit bien en fait que, évidemment, on est le produit également de cet environnement-là. Et l'exposome reprend ça. Alors évidemment, c'est vertigineux en fait l'exposome quand on imagine tout ce qui peut interagir, que ce soit encore une fois via notre exposition à l'air, l'eau, le sol. Nos contacts sociaux, etc. Donc tout ça est un petit peu vertigineux. Et pour autant, aujourd'hui, on suspecte, je crois que c'est à peu près 70% des maladies non transmissibles qui seraient d'origine environnementale. Donc on voit bien que la relation entre santé et environnement, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Vertigineux parce qu'on a évoqué quelques sources d'exposition, mais en fait, on pourra en imaginer plein d'autres. La pollution sonore, la pollution lumineuse. Donc là encore, on peut étendre le spectre de l'exposome et sans forcément savoir où s'arrêter.
qu'est-ce que je voulais dire à partir de là? Peut-être 2 points. Un premier point, c'est que quand on réfléchit en effet à cet exposome, très souvent, les différents paramètres de l'exposome ne sont pas indépendants les uns des autres. Quand on parle d'exposition à des environnements pollués, quand on parle d'exposition via des contextes socio-économiques plus difficiles, eh bien, très souvent, ce qu'on peut constater, c'est que tout ça n'est pas distribué de manière aléatoire dans l'espace, et donc qu'il existe des inégalités extrêmement fortes, en fait, entre les individus pour cet exposome. Nous avons tous une histoire particulière, et cette histoire cumule en fait potentiellement différentes expositions. Donc là, on voit aussi comment cette dimension très globale de l'exposome, elle fait aussi du sens parce qu'encore une fois, tous ces paramètres ne sont pas indépendants les uns des autres. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est important pour replacer en tout cas cet exposome comme un élément important de la description de l'état de santé des individus. Autre point, en effet, je vais revenir un petit peu sur ShapeMed. Une des difficultés, évidemment, c'était peut-être une des questions qu'on voulait un petit peu aborder après, sur les compétences qui sont nécessaires en fait pour aborder l'exposome. Et on voit la difficulté. On doit à la fois caractériser l'exposome sous toutes ses formes, être capable d'inventer des capteurs dans l'environnement qui sont capables de mesurer justement toutes ces choses-là. On doit être capable ensuite eh bien de comprendre les conséquences de certaines expositions sur les organismes. Donc là, en effet, ça peut être intéressant de passer par des modèles animaux pour essayer de comprendre un petit peu comment telle molécule, tel cocktail de molécules peut influencer les traits, etc. Donc on a besoin de biologistes, on a besoin de chimistes, on a besoin de cliniciens ensuite pour travailler à d'autres échelles. On a besoin d'épidémiologistes pour essayer de comprendre dans un contexte populationnel comment on peut essayer de déterminer et faire la part des choses entre justement toutes ces expositions et comprendre les impacts en santé. On a besoin d'analyse de données, justement, pour croiser tout ça. Et ce qui est important, c'est qu'il faut que toutes ces personnes parlent ensemble autour de questions qui soient identifiées et prises en charge collectivement. Un médecin seul ne peut pas travailler la question de l'exposome. Un scientifique de l'environnement ne peut pas seul travailler la question de l'exposome. Si on veut vraiment être intégratif, il faut qu'on croise ces compétences-là, afin de croiser les compétences, croiser les disciplines, croiser la chimie, etc., croiser les niveaux d'intégration, parce qu'en fait, quand on parle d'exposome, on parle aussi bien d'impact sur le génome, d'impact sur les cellules, d'impact sur les organes, d'impact sur les individus, d'impact ou de conséquences ou causes sur les organisations sociales. Et en fait, on doit construire des questions de recherche à partir de ces multiples compétences pour être pertinent sur un sujet qui, en effet, couvre différents niveaux d'intégration, différentes échelles de temps, différentes échelles d'espace. Et en fait, seul, on est incapable de le faire. C'est l'intérêt de ce programme, en effet, ShapeMed, de justement regrouper l'ensemble des scientifiques de la communauté Lyon-Saint-Étienne pour justement pouvoir croiser ces disciplines, croiser ces questionnements et être le plus pertinent possible sur une question aussi vertigineuse que l'exposome et de la relation santé-environnement. Et dernier point, en effet, c'est intéressant de voir comment en fait, cette notion d'exposome a été particulièrement adressée pour des questions de santé humaine. Et pourtant, on parle beaucoup de l'impact des pollutions sur la biodiversité. Quel est l'impact de ces expositions-là sur d'autres organismes que l'humain? Donc là, je reviendrai certainement plus tard sur des exemples de ce type-là. Mais je pense qu'un point central, c'est peut-être qu'avec cette notion d'exposome, on réfléchit à comment les modifications récentes de notre environnement nous conduisent à tout simplement être un organisme qui n'est pas adapté à cet environnement-là. L'environnement a changé tellement rapidement
que l'humain, mais aussi l'ensemble des animaux, l'ensemble des plantes, l'ensemble des organismes, se retrouvent dans, finalement, des environnements dans lesquels ils n'ont pas évolué. Évolué à l'échelle évolutive, hein, d'accord ? On parle de centaines, on parle de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers d'années. Et je pense que ça, c'est un point qui est important, c'est-à-dire qu'on partage avec l'ensemble des autres vivants le fait que nous sommes dans un environnement qui nous est finalement étranger d'un point de vue évolutif. Et donc ça, évidemment, ça peut entraîner des dysfonctionnements. On n'est pas bien adapté à tout ça. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, et comment ça, justement, ça peut être un des éléments qui va perturber la santé des individus humains et non humains et altérer en retour le fonctionnement des écosystèmes, le fonctionnement, etc., et venir surrajouter en fait une couche à l'exposome. Et on reviendra un petit peu là-dessus tout à l'heure. Merci Fabrice. Comme vous l'avez un peu évoqué, effectivement, la question maintenant, c'est, on se dit, voilà, on parle de pollution de l'air, mais aussi d'alimentation, de stress psychosociaux. Donc on se dit qu'il y a plein de chercheurs différents qui travaillent dessus, plein de professionnels. Donc ma question suivante, c'était un peu, qui sont ces personnes qui travaillent ensemble ou pas d'ailleurs, autour de l'exposition, et quels outils ils utilisent en fait. Comment est-ce qu'on peut mesurer ces éléments concrètement? Comment est-ce que le chercheur travaille là-dessus? Si Béatrice, vous voulez... Très bien. C'est effectivement comment on va faire dans cette complexité. J'ai pris tout à l'heure l'exemple du tabac. Je peux prendre l'alcool. Quand on vous demande combien de verres d'alcool vous buvez dans la semaine, vous êtes en mesure de répondre. Quand je pose la question il y a 10 ans, combien de verres d'alcool vous avez bu dans la semaine, ça devient déjà un petit peu plus approximatif. Et quand je vous pose la question, et à quels pesticides avez-vous été exposé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il n'y a plus beaucoup de monde qui disent « Ah bah oui, je me souviens ». Et donc, la complexité, c'est de caractériser ces expositions que nous subissons tous via l'air, via les sols, via l'eau, via notre alimentation, via des surfaces sur lesquelles des substances peuvent se déposer. Et donc, de bien comprendre quel est le flux de ces expositions, comment je les mesure. Si je prends l'exemple des pesticides, par exemple, on a plusieurs contextes d'utilisation. Il y a bien sûr l'agriculture, mais il y a aussi l'alimentation à travers laquelle on peut être exposé. Maintenant, il y a la loi Labbé qui a fortement réduit la possibilité pour le particulier et dans les collectivités d'utiliser les pesticides. Mais il y avait avant le traitement des mauvaises herbes dans les trottoirs dans la commune. Le fait que, et c'est exactement les mêmes substances, que je traite ma plante dans le jardin, ma plante à l'intérieur, que je mets un pchit sur l'araignée qui m'embête, et ben c'est les mêmes substances, et de bien caractériser comment les individus sont exposés pour bien se rendre compte de la totalité de cette exposition. Et donc, j'ai besoin à la fois des gens qui travaillent sur des approches spatiales, des gens qui ont la métrologie, qui peuvent mesurer ces substances. Parfois, on n'a pas de mesure, donc il faut modéliser ces mesures en intégrant un certain nombre de facteurs pour dire, par exemple, avant 1990, on n'a quasiment pas de mesure de la pollution de l'air en France, où ça devient très approximatif. Et même quand on arrive dans les années 90, les points de mesure sont beaucoup plus espacés donc dans l'espace et dans le temps. Et donc, pour pouvoir, dans une étude que nous avons réalisée sur le risque de cancer du sein, pouvoir caractériser l'exposition des femmes à la pollution de l'air sur les dernières 25-30 ans, il a fallu d'abord faire des modèles complexes pour pouvoir, à chaque adresse des femmes, avoir une donnée estimée, modélisée de la pollution de l'air à peu près fiable. Après, on a besoin aussi des chercheurs
en biologie moléculaire pour nous expliquer. Il n'y a pas qu'un polluant de l'air. Aujourd'hui, on travaille sur des modèles dans l'équipe de 8, 9, 10, 11, 12, 13 polluants de l'air. Et comment mécaniquement ils interagissent peut-être pour avoir des effets synergiques sur le risque de cancer du sein. Et on a une autre donnée qu'on a encore du mal à intégrer parce qu'on ne sait vraiment pas aujourd'hui comment bien mesurer, notamment dans le temps, pour des pathologies comme les cancers qui ne se développent pas en 5 ans, en 10 ans. On sait aujourd'hui dans les modèles animaux que des expositions au bisphénol pendant le développement in utero peut modifier, donc fait pas qu'il y a un cancer au moment de la naissance, mais peut modifier le développement de la glande mammaire qui est plus vulnérable à des expositions diverses tout au long de la vie. Et donc, peut expliquer que peut-être qu'il y a une augmentation du risque, non pas parce qu'il y a une augmentation de la pollution de l'air, et plutôt les concentrations baissent, mais parce qu'il y a peut-être, à travers quelques expositions in utero, comme des perturbateurs endocriniens, une modification de la glande mammaire chez les petites filles. Mais ça, c'est des hypothèses de recherche chez l'humain, parce que on a aujourd'hui, les délais sont trop longs pour regarder qu'est-ce qui s'est passé pendant le développement in utero. Mais on a un modèle, malheureusement, qui est très bien étudié, c'est le Distilben. C'était un médicament qui était donné jusqu'au milieu des années 70 à des femmes enceintes où il y avait une menace d'accouchement prématuré. On a compris par la suite que ce médicament augmentait le risque de cancer du sein chez les femmes qui avaient été traitées pendant leur grossesse, mais aussi chez les petites filles qui étaient exposées in utero et qui avaient un risque augmenté de cancer du sein 50 ans plus tard, et que cette augmentation du risque chez les petites filles était encore plus importante que celui de leur maman. Mais pour ça, il fallait avoir un recul. Et aujourd'hui, c'est un des modèles un peu de perturbateurs endocriniens qui nous renseigne cet effet sur de très longues années. Et donc, on a besoin de toutes ces différentes disciplines pour analyser si on veut le faire plus complexe encore, et il faut le faire plus complexe. C'est qu'on sait que y a une certaine vulnérabilité biologique. Ça a été montré dans un projet européen sur lequel j'ai eu l'honneur de participer au conseil scientifique de ce projet-là, qu'il y a des empreintes biologiques chez l'humain sur l'évolution socio-culturelle, socio-professionnelle. Par exemple, si dans l'enfance, il y a des empreintes biologiques, s'il y a eu un divorce des parents ou chômage du père, et il y a eu des grandes études de fait et qui montrent que dans ces populations-là, il y a différents facteurs biologiques comme inflammatoires ou épigénétiques et qui reflètent un parcours de vie un petit peu particulier qui peut interagir avec l'exposition à d'autres facteurs. Merci. Fabrice, je ne sais pas si vous voulez compléter. Peut-être deux choses. Une première, c'est aussi l'importance des sciences de l'environnement en fait, dans justement la caractérisation des milieux. Je vois Pascal qui est là, et je pense notamment à tout ce qui peut être fait sur la question de l'eau et comment on peut avoir des mesures justement précises en fait, de ces expositions-là. Comment, encore une fois, la biodiversité peut être intéressante. Dans ce cadre-là, si on reprend l'exemple des perturbateurs endocriniens, en fait, un des points de départ de ces études-là, c'est l'étude de la biodiversité et de l'effet de ces perturbateurs endocriniens dans les milieux naturels. Vous pouvez juste nous rappeler les perturbateurs endocriniens? Donc là, globalement, je pense que Béatrice pourrait beaucoup mieux répondre que moi, mais elle complétera si besoin. Donc on est face à des molécules qui vont perturber en fait la communication hormonale en fait au sein de l'individu, qui peuvent donc avoir tout un tas de répercussions diverses et variées sur l'organisme.
Et notamment, chez les poissons, on a des effets typiquement de... Donc les poissons ont un déterminisme du sexe un petit peu particulier. Et typiquement, la présence de perturbateurs endocriniens dans l'environnement a eu des conséquences sur le déterminisme du sexe chez les poissons et qui a été des éléments pour justement mettre en évidence l'effet de ces molécules sur le système hormonal des animaux, etc. Donc c'est un point qui est important parce que justement on refait le lien avec ce qui se passe dans le comportement animal et plus généralement dans le reste de la biodiversité, comme étant aussi à la fois des points d'alerte potentiellement, les espèces sentinelles, qui nous permettent aussi potentiellement d'aller être en capacité de mesurer l'impact de ces perturbations dans des animaux in situ. Il y a un protocole assez intéressant, par exemple, pour regarder la bioaccumulation de certains éléments chez des crustacés encagés en fait, dans des rivières pendant un temps donné, qui permettent d'analyser en fait, non pas une mesure instantanée de l'eau à un endroit donné, mais d'avoir une mesure en fait cumulée sur 21 jours de l'exposition d'un individu à un environnement donné. Et ça, c'est des mesures intégratives qui sont particulièrement intéressantes. Et c'est là où on voit aussi l'intérêt justement de travailler entre les disciplines, c'est-à-dire que à quel moment on va potentiellement se dire ah bah tiens, plutôt que d'utiliser la concentration de telles molécules que je mesure une fois par semaine dans 10 millilitres d'eau, je vais plutôt prendre ces mesures-là qui sont en fait des mesures intégratives que je peux récupérer et qui vont être en fait beaucoup plus pertinentes comme mesure de l'environnement et de l'exposition environnementale. Là, il y a vraiment des questions intéressantes, à mon avis, à poser pour justement la caractérisation de cet exposome-là. De la même manière, et ça me fait penser à un projet ShapeMed qui vient juste d'être financé, là, sur comment on reconstruit en effet l'exposition sur des échelles de temps un peu plus profondes, notamment avec l'utilisation de données satellites qui vont pouvoir analyser en fait l'usage des sols et à partir de cet usage du sol, modéliser l'exposition en effet à des pesticides par exemple. Et donc là, on voit comment la géographie, la géomatique vient aider en fait toute la caractérisation de cet environnement-là et apporter des éléments qui ensuite vont pouvoir nous permettre potentiellement de prendre en compte les effets retard, exposition à un moment de la vie et évidemment expression de symptômes à d'autres moments dans la vie, des effets cocktails, etc. Peut-être un point important à ce sujet-là, c'est la difficulté qu'on peut avoir avec ces données. Quand on souhaite croiser des données de santé individuelle avec des données environnementales sensibles, en fait, on se retrouve à essayer de traiter des données qui sont dans deux coffres-forts indépendants. Alors évidemment, ça c'est assez logique, hein. Des données individuelles, personnelles, c'est extrêmement difficile d'y avoir accès. Donc c'est le SNDS, etc., etc. Donc il y a toute une machinerie pour essayer d'avoir accès à ces données-là à l'échelle individuelle. Donc elles sont conservées dans des conditions très particulières. Il y a une espèce de coffre-fort où on va aller pouvoir analyser des données particulières sans forcément voir les données, si j'ai bien compris, mais uniquement en y ayant accès comme ça, tac, de loin. Et puis de l'autre côté, vous avez des données environnementales, par exemple de l'utilisation de pesticides sur des parcelles. Et évidemment, c'est des données qui sont extrêmement sensibles parce qu'avec des données de ce type-là, vous pouvez dire, ah bah tiens, dans telle exploitation, telle molécule a été utilisée. Donc évidemment, vous comprendrez que c'est des données qu'on ne va pas laisser à disposition de tout le monde. Et donc, vous avez un autre coffre-fort avec ces données-là. La difficulté, c'est qu'évidemment, pour essayer de comprendre le lien entre cet exposome et les données individuelles, il faut que ces deux coffres-forts se parlent. Et on se retrouve dans des problématiques assez importantes. Comment fait-on pour avoir des données de qualité, qu'elles soient des données, encore une fois, d'exposition, des données individuelles, etc., etc., pour pouvoir faire justement ces liens entre l'environnement et la santé individuelle. Et donc là, on se retrouve typiquement avec des problématiques extrêmement importantes en termes de données, d'utilisation des données, d'accès aux données. Et donc, on a besoin aussi de métiers particuliers qui, justement, essayent de trouver leur chemin
dans ce méandre qui est assez difficile en fait à traverser, quoi. Merci. Maintenant qu'on sait un peu plus ce que c'est l'Exposome, qui travaille dessus, est-ce que vous pouvez nous donner chacun un exemple d'étude un peu qui reflète bien ce que c'est et comment est-ce qu'on établit ça? Vous voulez? Alors, effectivement, une fois qu'on a résolu un certain nombre de problèmes de coffre-fort, il y a vraiment maintenant des gens qui sont spécialistes de comment j'ouvre. Généralement, il y a la possibilité d'ouvrir les coffres-forts, mais comment je relie ces deux ensemble et comment je fais ça aussi dans les règles éthiques de protection des données des personnes qui ont participé à ces recherches et les cohortes. Il y a aujourd'hui plein de choses qui se passent en ligne, plein d'outils qui sont disponibles en ligne. Il est hors de question, en tant qu'équipe de recherche au Centre Léon Bérard, avec des adresses mail et des IP qui s'appellent lyonunicancer.fr, qu'on met quoi que ce soit comme données, qu'on fait tourner dans les modèles disponibles en ligne, puisque si je bascule des données en ligne, les gens qui sont malveillants savent que ça potentiellement en lien avec le cancer. Donc, est-ce que les données individuelles qui ont été mises là en ligne, même s'ils ne sont pas identifiables, mais peuvent être en lien avec le cancer ou provenant de personnes. Donc, ça complexifie les données. Et parfois aussi, l'évolution des technologies nous apporte une grande aide. Et je reviens à ce projet que tu cites sur les pesticides, puisqu'on est très content que ShapeMed finance ce projet-là dans l'équipe, où on combine des choses très anciennes, à savoir les photos aériennes qui ont été faites depuis 1920, je crois, ou 25, les premiers, avec des données de deep learning, donc des outils très poussés pour nous analyser ces photos aériennes et nous dire que là, il y a des vignes, là, il y a de l'arboriculture, et là, il y a des grandes cultures. Et puis ensuite, de combiner ça avec d'autres bases de données qui existent en France, fait par notamment l'équipe de Pierre Lebailly à Caen et Isabelle Baldi à Bordeaux, mais aussi par Santé publique France, qui ont regardé sur les cultures à travers de documents qui existent, mais c'est un travail de titane de dire sur les pommes, en 1956, on mettait tel ou tel pesticide. Et donc, nous, on veut grouper, donc analyser où étaient les vignes, et on se dit, les vignes et les arbres, c'est assez stable, mais en fait, ils ne sont pas si stables que ça du tout. Et donc, ça peut changer dans quelqu'un qui en 1900, donc notre étude, où on applique ça, c'est une étude où on se pose la question sur le risque de cancer de testicules. C'est un cancer très rare, mais le cancer le plus fréquent chez l'homme jeune, entre 25 et 35 ans, et sur lequel on observe une augmentation de l'incidence, donc du nombre de cancers, depuis une quarantaine d'années. Et la vitesse à laquelle ça augmente, ce n'est pas une évolution génétique, ce n'est pas évolutif de l'humain. Il y a forcément des facteurs environnementaux ou modes de vie qui sont derrière, sans qu'on comprend réellement lesquels. Et donc, c'est une des études où on a recruté à la fois des jeunes hommes qui avaient ce cancer, des jeunes hommes du même âge et de la même région qui n'avaient pas de cancer. Et on a recruté aussi les mères de ces jeunes hommes. Ce n'est pas évident. Des jeunes hommes, déjà, ils ne répondent pas facilement à une enquête. Et de demander à leur maman, à cet âge-là, tiens, il y a une étude, on peut y participer tous les deux. Ce n'est pas évident non plus, mais on a réussi. On a 1200 jeunes hommes et pour 60% d'entre eux, on a également les mères dans l'étude qui nous ont répondu sur quel métier ils faisaient. Et le papa de l'enfant, on voulait au début inclure les pères et on s'est dit, c'est peut-être pas le père qui va répondre du métier, le père qui est affiché comme père,
qui va répondre sur les expositions du père. Il faut demander ça à la maman parce que ce que j'ai appris quand j'ai fait les études et j'avais des cours en génétique, le professeur en génétique qui disait le plus difficile, ce n'est pas de dire vous êtes une famille, vous avez un problème génétique, mais de dire aux parents, en fait, vous avez 4 enfants, mais le problème génétique, c'est juste pour les 3, celui-là, un peu moins. Voilà. Donc, en fait, voilà. Du coup, on a recruté les mères, on a eu des informations, on a pu collecter du sang, pas chez les mères, mais uniquement chez les jeunes hommes, pour analyser maintenant les interactions entre certaines expositions, pesticides ou polluants de l'air, et un certain nombre de marqueurs biologiques. Et on s'intéressera également au PFAS. Et un peu dans ce même style, il y a une étude sur laquelle on travaille sur des femmes qui sont suivies depuis 30 ans. Peut-être que certaines femmes dans la salle connaissent cette cohorte E3N qui est dirigée par une équipe à Paris. Et c'est une grande cohorte de 100 000 femmes de la MGEN, donc l'assurance de l'éducation nationale, et qui sont suivies depuis 1990 en répondant régulièrement à des questionnaires. Et on a pu donc collaborer avec cette équipe pour étudier au sein de cette cohorte le risque de cancer du sein chez les femmes. Et là, pour revenir à l'exposome, était très important, puisque comme ils ont fait un travail énorme de recueil et un travail aussi énorme par les femmes qui ont répondu tous les 2 ans à des questionnaires sur leur mode de vie, sur leur alimentation, sur le tabagisme, sur le nombre d'enfants, etc. Et donc, on peut prendre en compte, quand on analyse les facteurs environnementaux, et en même temps, on a une qualité de données sur les autres facteurs qui peuvent interagir avec cette exposition. On a même allé jusqu'à demander à ces femmes voilà, quel était leur lieu de travail, comment ils allaient de A à B. Et on termine dans l'équipe une thèse où on a essayé de modéliser l'exposition des femmes sur leur trajet pour aller au travail, puisque pour aller au travail ou nos trajets, c'est peu de temps dans la journée, mais finalement, c'est là où on est probablement le plus exposé aux polluants de l'air. Donc, il fallait à nouveau des gens qui modélisent un certain nombre de données pour pouvoir étudier cette question-là. Merci. Du coup, vos conclusions, elles ont bien montré qu'il y avait un lien entre risque de cancer du sein et pollution de l'air. Oui. Voilà, on a aujourd'hui une quinzaine de publications issues de ce travail en analysant d'abord les polluants de l'air un par un, les particules fines, les dioxydes d'azote, les dioxines, les PCB. Et donc on a analysé un par un 8 polluants de l'air et on a trouvé une augmentation du risque pour la moitié de ces polluants. Et dans le cadre d'une autre thèse, on étudie avec des chercheurs de l'équipe de Fabrice, avec Pascal Roy, sur les modèles statistiques, des modèles statistiques un petit peu complexes pour voir comment, dans un même modèle, on peut intégrer 1, 2, 3, 4 polluants pour voir leur interaction. Et donc, on vient de publier une étude qui montre que, globalement, individuellement, dans nos études, on avait trouvé il y a une augmentation du risque, à peu près du même ordre que le cancer du poumon qui est classé cancérogène par le CIRC, donc la pollution de l'air avec un lien causal sur le cancer du poumon. À peu près nos niveaux de risque qu'on a trouvé pour le cancer du sein, c'est très proche. Et on a trouvé, en analysant les différents polluants ensemble, que les femmes de cette cohorte résidant sur la commune de Paris et de Lyon avaient un risque particulièrement élevé associé aux expositions élevées sur ces 2 villes aux particules fines, au dioxyde d'azote et à d'autres polluants de l'air. Et c'était un risque significativement supérieur aux autres villes. Après, il faut dire, quand on regarde les polluants de l'air dans cette étude, donc entre 90 et maintenant,
on voit très bien les concentrations ont baissé continuellement entre 40 et 80% pour certains. Donc quand je demande aux étudiants, est-ce que d'après vous, la pollution de l'air a augmenté, est restée stable ou a baissé? Tout le monde dit, ah ben non, ça a augmenté. Mais en fait, non, ça n'a pas augmenté. Sauf qu'aujourd'hui, on a les outils et on peut l'étudier avec ces outils-là. Et on voit l'effet de l'exposition cumulée tout au long de la vie et qui, à un moment donné, peut conduire à des pathologies comme les pathologies cardiovasculaires ou le cancer qui ne se développent pas entre hier et aujourd'hui. Merci. Au moins une bonne nouvelle, la pollution de l'air diminue au moins. C'est au moins une bonne nouvelle qu'on peut retenir. Eh bien, Fabrice, si vous voulez compléter, puis peut-être effectivement parler peut-être plus de la biodiversité. Bah oui, je vais garder mon fil conducteur. Peut-être justement deux exemples pour faire le lien entre exposome et biodiversité, pour montrer en fait que les liens peuvent marcher aussi dans les deux sens. Bon, j'imagine que vous avez tous entendu parler de la crise majeure de la biodiversité qu'on est en train de connaître actuellement. Hein. Certains parlent de sixième extinction. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on réfléchit aux différentes grandes causes qui sont identifiées dans la réduction de la biodiversité, on a d'une part le changement d'usage des terres, d'autre part la surexploitation des ressources, la présence d'espèces invasives, le changement climatique, qui est une forme d'exposition, et puis évidemment les pollutions globales et notamment l'utilisation des pesticides. Je vais faire un petit focus sur les insectes. Aujourd'hui, on estime que la biomasse des insectes est en chute vertigineuse. Hein. On parle entre 70 et 80% de réduction de la biomasse en termes d'insectes en moins de 10 ans. Et avec des chutes en particulier dans les zones d'agriculture intensive. Donc ça, la probabilité que ce soit lié à l'utilisation notamment de nouveaux pesticides comme les néonicotinoïdes est extrêmement forte. Et évidemment, ce qu'il faut retenir avec ce chiffre-là, c'est que ces 70 à 80% ne sont pas spécifiques. C'est-à-dire qu'on utilise des produits pour lutter contre des ravageurs de culture, mais en fait, ces produits touchent l'ensemble de la biodiversité des insectes. Donc, on parle aussi de pollinisateurs. Donc, vous avez dû entendre parler de la limitation et de la chute des populations de pollinisateurs, qui évidemment, en retour, ont des conséquences directes sur les activités humaines, puisqu'on se retrouve avec des difficultés aujourd'hui dans certaines cultures en termes de pollinisation, avec le besoin de polliniser à la main. On voit des images assez spectaculaires de pollinisation de cerisiers, par exemple, au Japon, de cette manière-là. On voit, par exemple, le transport d'abeilles tout au long du continent nord-américain pour aller polliniser des amandiers en Californie, etc. Donc évidemment avec d'autres conséquences en termes d'exposome, hein, puisqu'il y a du transport, etc. etc. Et puis c'est également la réduction et la casse de toute une chaîne alimentaire, avec notamment, par exemple, les conséquences sur les populations d'oiseaux. On sait aujourd'hui qu'on a 25% d'oiseaux en moins en 40 ans en Europe, et que ces chiffres-là peuvent monter à 60% pour les espèces des milieux agricoles. Donc là encore, on voit comment on a ce lien entre l'utilisation de molécules par l'humain et les conséquences en termes de biodiversité. De manière intéressante, on peut avoir aussi des effets inverses. On a par exemple une étude qui est parue il n'y a pas très très longtemps dans un magazine célèbre qui s'intéresse en fait à la propagation d'un champignon pathogène chez des chauves-souris aux États-Unis. Vous allez me dire que je parle d'un petit peu loin, mais vous allez voir qu'on va assez vite arriver à des questions de santé humaine. En fait, ce champignon décime les populations de chauves-souris. Donc, il est arrivé aux États-Unis en 2006. Et donc, il est en train de se répandre aux États-Unis avec des mortalités extrêmement fortes chez les chauves-souris, 70%. Et donc, on a des populations de chauves-souris qui sont en baisse
assez spectaculaires. Et les chauves-souris, j'imagine que vous savez qu'elles raffolent des insectes. Et évidemment, parmi ces insectes-là, il y a des ravageurs de culture. Et donc en fait, le fait que ces chauves-souris disparaissent, eh bien, limite la prédation sur les insectes ravageurs de culture. Et donc on est en train de perdre ce qu'on appelle un service écosystémique. Vous avez peut-être entendu parler de ces deux mots-là. Comment en fait la biodiversité nous apporte des services gratuitement. D'accord ? Et le problème est évidemment que si la biodiversité ne nous rend pas ce service-là, eh bien, il va falloir qu'on remplace ce service-là. Et c'est ce qui se passe. Et donc, on a vu, en fait, quand ce champignon se répand dans un comté aux États-Unis, ce qu'on voit, c'est que très rapidement, on a une augmentation de l'utilisation des insecticides. On arrive à 25-30% d'insecticides en plus en 5-6 ans dans ces comtés-là. Ça se traduit également par la réduction des rendements, par des coûts supplémentaires, etc. Dans cette étude, on estime à 27 milliards de dollars le coût lié à la disparition de ces chauves-souris sur une période d'environ 10 ans. D'accord ? Mais le point le plus important, alors peut-être pas tout dépend du point de vue, mais en tout cas un point important, c'est que en corrélation avec cette augmentation de l'utilisation de pesticides, on a vu dans ces comtés-là une augmentation de quasiment 8% de la mortalité infantile. Alors vous pourrez me dire, mais est-ce qu'on a fait la relation de cause à effet entre l'utilisation des insecticides et l'augmentation de la mortalité infantile? Alors en fait, l'expansion en fait, de ce champignon est telle qu'elle est quasiment aléatoire en fait, dans l'espace. Et donc on peut avoir une idée assez claire. On est presque dans un système expérimental. C'est-à-dire on a ici l'apparition du champignon, ici, à des temps différents, etc. Et donc le fait qu'on ait cette corrélation-là entre l'expansion du champignon, l'augmentation des pesticides, de l'utilisation des pesticides et l'augmentation de la mortalité infantile est quand même extrêmement inquiétante et en tout cas démonstrateur d'un possible lien entre, encore une fois, l'augmentation de l'utilisation des pesticides et cette mortalité infantile. Et donc là, on voit un petit peu comment on marche à l'envers, hein, c'est-à-dire une crise de la biodiversité liée à l'expansion de ce champignon-là, la réduction d'un service écosystémique, le remplacement par un service chimique, et derrière, des conséquences en termes d'exposome et de santé humaine. Donc voilà, donc c'est là où on revient aussi sur le thème plus général du magazine Pop Science sur la santé globale. C'est-à-dire qu'on voit ici comment en fait tous ces éléments-là, santé environnementale, santé animale, santé humaine, sont connectés. Et un des éléments de connexion, c'est justement cet exposome qui, en effet, circule entre la question de la santé de l'environnement, de la question de la santé animale et de la question de la santé humaine. Eh ben, merci Fabrice pour cet exemple très éclairant, pas forcément positif, mais très éclairant, et pour du coup aller vers une note plus positive. Qu'est-ce qu'on a comme solution en fait? Comment est-ce qu'on peut prendre en charge les conséquences de ces expositions à l'échelle médicale et aussi à l'échelle sociétale? Est-ce que Béatrice, vous voulez commencer? Bien, merci. Peut-être une remarque de trait d'union, parce qu'on était sur la biodiversité, moi j'étais sur l'humain. Et vient une étude qu'on a dans l'équipe qui fait en fait de trait d'union, parce qu'on oublie parfois que les champignons sont un peu loin de nous, mais finalement on fonctionne un petit peu pareil. Et dans les pesticides, il y a un groupe de pesticides qui s'appelle des inhibiteurs de la succinate dihydrogénase, donc les STHI. Et c'est des pesticides qui ciblent une enzyme chez les champignons, donc c'est ce qu'on appelle un antifongique dans le traitement des cultures. On se rend compte, on a les mêmes enzymes, nous, tous, et il y a aujourd'hui une suspicion que ça pourrait, et cette enzyme chez l'humain est très important, puisque s'il ne marche pas bien, il y a pour faire court, des facteurs favorisant le cancer qui vont s'accumuler dans l'organisme. Et donc, il y a aujourd'hui une suspicion à ce que
ces pesticides-là, de fait qu'ils agissent, qu'on a les mêmes enzymes chez l'humain, causent des effets néfastes chez nous. Et on travaille avec une équipe à Paris qui a un registre d'une pathologie qui est très rare, que c'est les paragangliomes et les phéochromocytomes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui peut s'observer dans les familles héréditaires qui ont un gène défaillant. Un des deux, on a toujours deux paires de copies d'un gène sur nos deux chromosomes. Et puis, eux, du fait qu'ils ont une mutation héréditaire, donc un qui fonctionne, en gros. Et donc, la question qui se pose, est-ce que le fait qu'ils sont exposés à ces antifongiques par l'environnement, est-ce que ça ne favoriserait pas l'inactivation ou l'altération au niveau du deuxième gène et le développement du cancer dans ces familles. Voilà, ça venait finalement, on parle de biodiversité et les humains comme si c'était on vit ensemble, mais on est différents, mais on n'est pas si différents de ça du tout. Alors, tout ce qu'on a échangé là, c'est effectivement cette compréhension des causes des pathologies et comment les différents facteurs agissent, transforment aussi notre façon d'agir sur ces facteurs et donc la prévention. On a parlé de l'exposome. Il y a, au début des années 90, des scientifiques acteurs de la santé publique qui s'appelaient Dahlgren et Whitehead, qui ont proposé également un concept qui, aujourd'hui, finalement, c'est la même chose que l'exposome, sauf qu'ils n'avaient pas la biologie, mais qui faisait l'hypothèse que ce n'est pas uniquement le comportement qui va influencer notre santé, mais également notre environnement de vie, les politiques publiques, la culture. Et je vais faire une petite excursion sur ce qui n'est pas environnement, mais qui va avoir un lien avec l'environnement, mais tout ce qui concerne notre alimentation et les problématiques de surpoids et d'obésité. On sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de cancers. En France, il y a grosso modo 40 000 cancers par an qui sont attribuables au surpoids et à l'obésité, à une alimentation déséquilibrée et un manque d'activité physique. Si on prend ces trois facteurs ensemble, auxquels s'ajoutent 28 000 cancers liés à l'alcool. Et donc, ça fait, aux facteurs alimentaires, 68 000 cancers tous les ans. Et quand on regarde les évolutions au niveau européen et international, les datas qui ont été analysées, c'est la part des cancers qui progressent le plus fortement, ceux liés aux facteurs métaboliques et à un degré moindre aussi aux facteurs environnementaux, quand on regarde les perturbateurs endocriniens ou d'autres facteurs. Et donc on dit, obésité, ils n'ont qu'à changer le comportement alimentaire, et puis voilà. Mais en fait, non. On sait que, premièrement, ce n'est pas uniquement notre comportement alimentaire, c'est la culture, les contextes dans lesquels on vit, notre environnement où on habite, si j'ai accès à une alimentation équilibrée ou si je passe 3 fois par jour devant un malbouffe, j'ai plus de probabilité à manger du malbouffe que si je passe 3 fois par jour devant un magasin qui propose des fruits et légumes. On parle maintenant, dans certaines études, de marécage d'obésité, de contextes dans lesquels on est entouré de propositions de malbouffe. Si on veut mettre l'environnement dedans, on a beaucoup déjà entendu parler de l'alimentation ultra transformée et l'effet probablement, ou pour certaines pathologies, démontré néfaste sur notre santé. Et on fait le lien avec l'environnement parce que c'est aussi une alimentation qui est le plus producteur de déchets par rapport à une alimentation plutôt non transformée ou transformée de façon maison,
quand j'achète des pommes dans un sac Kraft sur le marché, c'est un autre impact en termes déchets que j'achète le 6-pack de compote industriellement préparé dans des packs en plastique 3 fois enveloppés. Je fais un peu caricatural, mais ça c'est aussi... voilà. Donc il y a probablement des effets, disons, latéraux ou secondaires, bénéfiques, en ayant à la fois une approche sur l'environnement et aussi sur nos comportements individuels. Un autre élément qu'on peut dire... Et merci Céline de Laurence de nous faire plaisir d'être là ce soir. L'effort de la ville de Lyon en matière de pistes cyclables et de transport en mode douce. Il y a des études qui montrent aussi que si on arrive à mettre la population plus à la marche, au transport en commun, au vélo, on a à la fois un bénéfice sur l'activité physique, mais également sur la pollution de l'air, par exemple. Donc, cette compréhension de l'interconnectivité, et tu auras certainement aussi des exemples comment on met la biodiversité là-dedans, mais cette interconnectivité, cette compréhension des causes nous permet aussi de proposer et de réfléchir à des approches de prévention qui tiennent compte de cette complexité et qui intègrent ces différentes dimensions. Et je m'arrête là, bien que je m'excuse de ne pas avoir abordé aussi la notion d'inégalité sociale en santé, qui sont également une dimension très, très importante à prendre en compte dans les mesures de prévention et l'interconnectivité. Merci, on pourra peut-être y revenir lors des questions si ça intéresse certains. Fabrice, du coup, si vous voulez compléter. C'est simplement reprendre encore voilà, un pas en arrière et dire que une manière de prendre en considération l'exposome, c'est peut-être de justement limiter l'exposome. Donc ça veut dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire encore avant. Je parlais tout à l'heure de ce qui était réalisé en termes de suivi de la biodiversité insectes, oiseaux dans les zones agricoles. Il y a une zone atelier en plaine de Sèvres qui est assez intéressante de ce point de vue-là, parce que justement, il combine aussi des études expérimentales avec du travail avec des agriculteurs pour travailler les pratiques agroécologiques, etc., pour justement travailler, voilà, comment on fait pour réfléchir à d'autres modèles de production, etc., pour justement limiter l'utilisation aussi. Et là, on parle évidemment de pollution chimique, mais on pourrait imaginer d'autres choses. Donc, on a à la fois la prise en charge des patients, on a les mesures de prévention santé publique, et puis on a les mesures de prévention en termes de santé environnementale. Donc, c'est tout ça, en fait, qui doit être pris en charge pour que, justement, on puisse considérer l'exposome depuis sa source, voilà, jusqu'à ses conséquences. Et c'est à chaque niveau qu'il faut qu'on travaille, quoi. D'où l'intérêt, comme on le disait tout à l'heure, de tout un tas d'initiatives. En effet, on parle de la ville de Lyon, on parle de la ville de Villeurbanne, avec qui on travaille, nous, dans le cadre de SHAPE. Il y a les contrats locaux de santé qui, justement, essayent d'avoir cette vision globale qui permettent à la fois de travailler à toutes ces échelles-là et en multipliant les interactions avec les partenaires. Il y a des initiatives comme l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer qui commence à mélanger justement les parties prenantes, les questions de recherche pour pouvoir avancer aussi sur des questions de ce type-là. Tout ça sont des initiatives qui nous permettent d'avancer dans le bon sens, justement en considérant la problématique. On l'a dit, elle est vertigineuse, elle est tentaculaire, etc. Mais pour autant, si on ne la prend pas en compte dans sa complexité, évidemment, on ne va pas arriver au bout de la problématique. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive aussi facilement, mais en tout cas, c'est avec cette approche globale et avec la diversité des partenaires, la diversité des problématiques qu'on pourra envisager aller dans le bon sens et travailler pour voilà, avoir une vision globale de cette problématique et avancer sur cette problématique. Eh bien, merci. Je vois que le temps file, donc juste une dernière question en peut-être 1 ou 2 minutes. Pour le public, est-ce que, voilà, à l'échelle individuelle, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour
voilà, pour se préserver de cet exposome, qu'est-ce qu'il y a des actions qu'on peut faire? Alors, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel, d'ailleurs, on travaille dans le cadre d'un réseau de recherche en prévention primaire des cancers au niveau national, labellisé par l'INCa, l'Institut national du cancer, ce réseau que je coordonne, où on se pose la question quelles solutions innovantes on peut apporter à cette fragmentation de la prévention et comment on peut lier les composantes. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a la santé environnement, il y a les politiques publiques concernant un certain nombre de mesures, il y a les messages en population et il y a les interventions auprès des individus qui sont à haut risque. On a peut-être réussi, je dis peut-être puisqu'on peut mieux faire, peut-être dans le tabagisme, on a réussi à mettre ces dimensions en triangulation avec la loi E20 1991, interdiction de la publicité pour le tabac et les cigarettes, qui était un pas très important. 2007, interdiction de fumer dans les lieux publics. Mesures en population, les messages sur les paquets de tabac, que c'est néfaste pour la santé, avec des initiatives comme Moi sans tabac, et on peut citer d'autres où on sensibilise et on augmente la compréhension dans la population sur ces mesures-là, et puis complétées par des mesures individuelles à destination des gens qui fument, avec le remboursement et prise en charge par la sécurité sociale des consultations de sevrage tabagique et le remboursement des patchs nicotiniques. Ce qu'on a oublié, c'est que l'augmentation du prix du paquet de cigarettes, qui est une politique prouvée pour empêcher des gens à commencer à fumer. Par contre, il est prouvé aussi que ça empêche pas des gens qui fument déjà d'arrêter, parce que le prix augmente et qui vont peut-être, probablement, ou on sait dans les études, qui peuvent se priver d'autres choses et aggraver leur santé, non seulement parce qu'ils continuent de fumer, mais parce qu'ils vont se priver peut-être d'une alimentation pour payer le tabagisme, et que là, aujourd'hui, on n'a pas... voilà, là, ce trépied fonctionne encore pas très bien. Quand on fait la même chose sur l'alimentation, il y a encore un chemin. On continue à avoir de la publicité alimentaire de malbouffe à destination des enfants. Il y a encore trop accent sur vous n'avez qu'à changer les comportements individuels. Eh ben, c'est pas ça, et qu'il faut travailler sur la personne dans son environnement de vie pour pouvoir évoluer sur les comportements alimentaires, et de commencer une triangulation comme ça fonctionne pas trop mal en tabac, même si on peut mieux faire. Merci. Juste pour rebondir, alors, moi je dois être de la génération où on a basculé carrément, parce que je me rappelle des repas de famille. Voilà. Quand on était gamin, c'était impressionnant en fait. Et ce qui montre qu'en effet, les choses peuvent bouger. La relation au tabac, c'est impressionnant, je trouve, les changements qu'il y a eu. On parlait de la qualité de l'air tout à l'heure. De la même manière, il existe des progrès. Donc, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui existent. Et globalement, on n'est pas dans une impasse, parce qu'on a aussi des solutions qui sont apportées demain, qui sont apportées peut-être de vote aussi. Donc je pense que ça aussi c'est important, c'est-à-dire qu'on voit des options, les options qu'on nous offre ne sont pas toutes les mêmes en matière de santé environnementale, en matière de considération de ces problématiques d'exposition, etc. Donc voilà, donc ça c'est des éléments. On a chacune et chacun les éléments à notre disposition pour faire des choix. Donc ça, je pense que c'est important. C'est un premier point. En tout cas, on a une capacité individuellement à
porter des choix. On a une capacité individuelle à consommer de telle ou telle manière, si tant est qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui, en effet, vont venir rendre difficile l'achat de tel ou tel produit. Mais en tout cas, individuellement, on a quand même des choix à faire. En termes de consommation, en termes de surconsommation, en termes de... Donc tout ça fait partie d'un grand problème. On a un mode de vie qui favorise quand même une exposition, ou en tout cas l'accumulation d'expositions, etc. Donc, ça, on peut essayer quand même de faire nos choix personnels par rapport à ça et de mettre un peu la pression sur comment il faut qu'on avance. Tout à fait. Je pense que si je peux juste compléter, parce qu'il y a la triangulation sur les facteurs individuels, le tabac, l'alimentation, mais on peut le faire aussi dans l'autre sens. La pollution de l'air, c'est les politiques publiques, bien sûr, mais c'est aussi chacun d'entre nous, en faisant justement ces choix-là. Il y a la triangulation aussi, parce que finalement, notre environnement, c'est aussi nous, c'est pas quelque chose qui nous est tombé dessus, c'est aussi nous tous qui ont contribué à cet environnement. Et donc, à nous de choisir aussi d'inverser la tendance pour nous et puis pour les générations des jeunes et ceux et celles qui viennent après nous. Eh bien, merci beaucoup pour cette conclusion. On va pouvoir laisser la parole au public. Donc, il va y avoir des micros qui circulent dans la salle, donc n'hésitez pas à faire signe. Il y a une question devant. Bonsoir, merci pour toutes ces approches. Je trouve qu'il y a une grande absente dans les pollutions, c'est celle des ondes. Ça n'a pas du tout été évoqué et je trouve dommage. Je voudrais bien avoir votre regard là-dessus parce que là, vous faites un petit peu un panorama et avec tout ce recul, on se rend compte des dégâts qui sont causés dans l'environnement et ça ne sert pas de leçon parce que voilà, on va faire des choses avec les ondes et les individus, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent pas faire grand-chose et les pouvoirs publics non plus. Voilà, je voudrais savoir un petit peu comment vous positionnez par rapport à ça. Ça devrait nous servir de son, tout ce qui s'est passé avant, mais voilà, on va causer des nouveaux dégâts avec les ondes. Alors, merci pour cette question. J'avoue, je ne suis pas spécialiste des ondes. Quand j'ai des patients en consultation, des patients et patientes qui me posent la question, je me dis, il n'y a pas eu de classement par le cirque qui régulièrement analyse des facteurs. Et lorsqu'ils ont analysé les ondes, ils n'ont pas classé les ondes cancérogènes, mais ils n'ont pas non plus dit de circuler, il n'y a rien à voir. Donc ce que je dis aux patients, c'est qu'il faut hiérarchiser et qu'il y a certains facteurs qui sont associés avec plus de risques. Après, on se pose quand même des questions. On n'a pas aujourd'hui des réponses. Et donc, si je prends ma casquette, non pas de médecin, mais de chercheur, je vous dis, je ne suis pas spécialiste des ondes, mais j'ai quand même répondu favorablement à l'invitation du cirque de participer à une étude pour étudier l'effet des ondes sur la santé. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, et là, j'avoue, je ne suis vraiment pas spécialiste de la 5G, jusqu'à présent, les données montrent que l'exposition essentielle, c'était plus le téléphone que les antennes. Et le téléphone, lorsqu'on l'utilise, lorsqu'on est en marche, dans la voiture, dans le train, parce que notre téléphone, il émet. Il émet en permanence pour se connecter de façon optimisée, pour nous donner un service optimisé. Et donc, quand je bouge, il émet en permanence beaucoup, ou quand je téléphone dans un endroit où je n'ai pas une bonne réception, mon téléphone émet plus que lorsque je suis quelque part posée et j'ai une bonne réception. Donc ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, on a une grosse difficulté. Il y a eu une grosse étude européenne sur ces questions-là, sauf que les gros consommateurs de téléphonie mobile dans l'étude, aujourd'hui, c'est des tout petits consommateurs de téléphonie mobile parce que notre mode de vie, mode d'utilisation a évolué. Néanmoins, ceux qui étaient des petits
ou les gros utilisateurs, ou n'importe, étaient beaucoup plus fortement exposés à ce que l'on est aujourd'hui, parce qu'aussi la technologie évolue, et aujourd'hui, nos portables émettent individuellement en tant que téléphone, guère plus que notre téléphone sans fil à la maison. Et donc, l'exposition a augmenté, on utilise plus les téléphones, la technologie a amélioré tout ça, et là-dessus est venue la 5G. Et là, j'avoue, je n'ai pas regardé du tout ce que ça donne, et on attend effectivement, c'est une étude en cours où on a pu, c'est le cirque surtout, l'agence cancer, l'OMS, a pu trouver un accord avec les opérateurs de la téléphonie mobile à ce qu'ils acceptent pour les participants de l'étude qui donnent leur accord écrit à fournir des données détails d'utilisation du téléphone pour calculer et modéliser l'exposition. Mais il fallait, ça a pris 2 ans à ce que les gens dans l'étude sont d'accord pour que on peut accéder à les données et aux données, et les opérateurs acceptent de les fournir. Donc on est à nouveau dans des coffres-forts qu'il faut, voilà, qu'on n'ouvre pas aussi vite. Donc, et ça inclut aussi à terme la 5G. Voilà. Désolée, la réponse un peu longue, mais on ne peut pas dire oui, non. Merci pour la question. Merci. Merci pour cet exposé. Une remarque concernant l'exposome. Je sais bien que vous ne pouviez pas être exhaustif, c'était impossible, sur tout ce à quoi on est exposé, mais je trouve un petit peu dommage que vous ayez... Alors, il y avait les ondes, effectivement, que vous n'ayez pas non plus cité l'exposition via les produits d'entretien, d'hygiène, de cosmétiques, etc., qui passent par la peau. Donc, c'est un autre mode d'exposition. Les rayonnements ionisants, si on va plus loin que les ondes. L'exposition professionnelle aussi, dans les différentes industries. Voilà. Puis, dernièrement aussi, ce qui m'est revenu, je ne suis pas exhaustive non plus, hein, mais on a parlé dans les grands médias des microplastiques qui sont aussi omniprésents et qui sont dans nos corps. Voilà. Donc, on se rend bien compte que c'est titanesque, le travail auquel vous vous confrontez, là, d'arriver à croiser les effets de ces différentes expositions, ça ne pourra jamais être exhaustif. Et en fait, il reste des zones d'ombre juste gigantesques, quoi. Moi, je trouve ça, vous avez utilisé le mot vertigineux. On a beau essayer de s'attaquer à la montagne, je pense qu'on est très, 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 très loin d'arriver à avoir une vue d'ensemble. J'aurais une question en fait assez précise. C'est que depuis le temps qu'on travaille sur le cancer, moi, j'ai toujours été étonnée dans le peu que j'ai vu qu'il n'y ait pas de mise en place systématique de registre des cancers, des cas de cancer, qui permettrait, d'un point de vue géographique, d'avoir une assez bonne vision de la répartition des cas et typologies de cancer en fonction des expositions. Vous disiez la difficulté d'arriver à récolter des données, mais ça aurait été quand même, si ça avait été fait il y a 10, 20, 30 ans, ça aurait été un outil formidable pour voir la répartition des cancers par rapport aux expositions locales, aussi diverses soient-elles, quoi. Et avez-vous une explication pour dire pourquoi ces registres n'ont jamais été mis en place ? Alors, plusieurs choses là, effectivement, et vous allez certainement trouver, et merci pour ces remarques et questions très pertinentes. Et effectivement, on peut citer plein d'expositions, plein de facteurs dont on n'a pas parlé ce soir. Ce n'est pas pour dire c'est pas important, circuler, rien à voir. C'était plus l'objectif, et c'est un exercice pas simple auquel vous nous avez exposé, d'expliquer avec des mots simples des principes très, très complexes, et par de l'exercice aussi, parler des travaux qu'on fait éventuellement nous, et ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres facteurs qui sont moins pertinents. Ils sont pertinents. D'ailleurs, les microplastiques nous posent un très, 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 très gros problème, parce que là, on ne sait plus du tout comment les mesurer, et on commence à avoir quelques idées que c'est probablement pas très bon. Et là, ils sont
un peu partout sans qu'on a la capacité à les caractériser. Et citer l'exposition professionnelle, également, c'est une exposition. Et d'ailleurs, beaucoup de cancérogènes qu'on connaît aujourd'hui, on les connaît parce que les connaissances, notamment chez l'humain, viennent des études réalisées en milieu professionnel et parce que les professionnels sont souvent plus exposés que la population générale. Et donc, c'est inclus dans les expositions spécifiques de l'exposome, puisque là, contrairement en population générale, on arrive quand même assez bien à caractériser les expositions. Alors, c'est une autre question. Pardon, le registre du cancer. On a aujourd'hui des registres en France. Le choix a été fait de faire des registres départementaux, mais qui ne couvrent pas tout le territoire national. Et il y a des registres dans une quinzaine de départements sur une population qui est assez représentative pour avoir des données sur le niveau national. Néanmoins, on n'a pas sur chaque département et sur le Rhône, il n'y a pas de registre, donc pas de données là-dessus. Il y a eu des discussions. Est-ce que ça devrait évoluer ou pas? Il y a des arguments pour, des arguments contre. Et par rapport à cette mise en perspective, c'est effectivement aujourd'hui, c'est pas possible, tels que sont les registres actuels, de facilement mettre en perspective les données environnementales avec les données de registre. Donc, ce qu'on utilise pour les données, c'est plutôt le SNDS, donc c'est le système de l'assurance maladie, qui lui a une couverture nationale. Et qu'on se rend compte, pour certaines études où on est intéressé par le sous-type histologique du cancer et quelques facteurs métaboliques, quelques facteurs moléculaires, par des adresses précises ou l'adresse ou l'histoire résidentielle des sujets, parce qu'on déménage de temps en temps. Donc, le cancer qui a été diagnostiqué à Grenoble, la personne n'a peut-être pas toujours vécu là. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose qui est facile à utiliser pour mettre en rapport des expositions avec les risques de cancer. Et puis, Santé publique France travaille actuellement sur un projet de pouvoir sur les sites industriels comme le couloir de la chimie, comme Fos-sur-Mer, et de travailler sur plusieurs sites qui ont une activité industrielle forte, de plutôt faire quelque chose de transversal au niveau national pour analyser ces sites-là et construire quelque chose qui, effectivement, permet de faire le lien avec des facteurs environnementaux. Parce que si vous êtes sur la population, dans les registres, vous ne savez pas qui sont les métiers des gens. Donc, autour d'une usine, est-ce que c'est parce que les gens sont exposés environnementalement ou ils habitent là parce qu'ils travaillent dans l'usine et qu'ils sont fortement exposés dans l'usine? Donc, ça répond à certains critères, certaines questions, mais ne permet pas, par exemple, de réaliser des études environnementales, comme on réalise nous, où on a l'histoire résidentielle, histoire professionnelle et un certain nombre de données qui sont indispensables si on ne veut pas avoir des résultats erronés dans les études. Peut-être juste pour rajouter un point, la question de la représentativité, en fait, elle est quand même assez difficile à caractériser, quoi, cette représentativité, puisqu'on peut avoir aussi des expositions très locales, et donc la question de la représentativité se pose très clairement. Hein. Merci. J'assiste à plusieurs conférences de Génération Future, donc par exemple une association qui lutte contre la chimie, on va dire, et les informations qu'ils passaient, je ne sais pas si elles sont vraies, au niveau des cancers pédiatriques ou des malformations des enfants à la naissance, il semblerait justement une histoire de registre, alors je
ne sais pas si c'est vrai, que ces registres soient masqués, qu'on n'ait plus accès comme avant à l'état des enfants, et qu'il y ait des clusters de plus en plus près des vignes, ce genre de choses, mais qu'il y ait une sorte de... Je ne suis pas dans le complotisme, hein, mais on essaie de masquer ces données concernant les enfants. Et je ne sais pas si c'est vrai ou si les associations exagèrent. Y a-t-il de la transparence au niveau des cancers pédiatriques, des malformations de naissance, par exemple au niveau des vignes, etc. Ou est-ce que c'est une fake news des associations militantes? Merci pour cette question très importante et très pertinente et que j'ai oublié de dire tout à l'heure, puisque pour les cancers de l'enfant, on a un registre national. Et donc là, il y a toute la couverture. Et donc, il n'y a rien de caché. C'est juste que ce n'est pas des données qui sont accessibles sur Internet pour tout le monde, pour les raisons que Fabrice a exposées tout à l'heure, avec la protection aussi des données. Il y a effectivement, et c'est une question je dirais, sociétalement importante, ces notions de cluster ou agrégat de plusieurs cas. On a récemment travaillé avec Santé publique France sur un questionnement d'un cluster sur le territoire de la ville de Lyon, où effectivement on a pu, avec l'ARS, Santé publique France, accéder à ces données-là. On a analysé le nombre de cas attendus versus le nombre de cas observés, donc avec les données du registre, pour être sûr que les données étaient fiables, comme il y a sur les cancers pédiatriques, il y a l'Institut hémato-oncologique pédiatrique qui regroupe les hospices civils de Lyon et le centre Léon Bérard. Et donc, l'ensemble de ces cancers sont pris en charge là. On a en plus sorti tous les dossiers sur 15 ans et on a comparé. C'était les mêmes données. Donc, le registre avait tous ces cas aussi. Et on n'a pas trouvé de différence en termes de nombre de cas attendus et observés. Donc, ça, c'est la première conclusion, c'était qu'il n'y en avait pas de différence. Néanmoins, ça a aussi soulevé, comme dans d'autres cas de figure, de questionnements sur les clusters. C'est qu'il est parfois difficile de dire si j'attends statistiquement un cas et j'observe 2, est-ce que j'ai 2 fois plus de cas ou est-ce que j'ai juste 1 de plus? Donc ces questions sur les clusters, sur les petits territoires, sont assez difficiles à analyser parce que en statistique, on travaille sur des nombres et quand on travaille sur des petits nombres, il est très difficile de dire est-ce que c'est lié au hasard ou est-ce que c'est vraiment statistiquement significatif. Si vous jouez c'est peut-être un mauvais exemple, mais si vous jouez avec les dés et vous faites 4 fois de suite, ça arrive, hein, le 6, est-ce que les dés sont pipés ou est-ce que c'est juste tout simplement la loi du hasard que vous avez ça? Et donc, il faut un certain nombre de sujets pour pouvoir dire non, c'est le hasard. Et quand on fait 1000 fois le dé, tous les chiffres sont égaux. Ou ah oui, là, c'est pas le hasard. Et le 6 arrive quand même beaucoup plus souvent. Mais on ne peut pas le dire juste en ayant 2 fois le dé. Donc, ça, avec les clusters, c'est un petit peu pareil. Et après, il y a effectivement... nous, on a pas mal essayé de travailler ensemble avec les familles, parce que je les avais vues en consultation, et donc de rester dans un dialogue et d'être dans une approche participative. Et malgré que le rapport est publié qui dit qu'il n'y a pas d'augmentation, on reste dans contact pour réanalyser les données et de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans la durée sur cette question qui est socialement vive, qui a mobilisé les familles et donc pour lesquelles on n'a pas pu apporter la réponse puisqu'on n'avait pas le nombre de statistiquement suffisant. Donc, c'est des questions très complexes et qui ne sont pas faciles scientifiquement et humainement, pas faciles non plus. On va prendre une dernière question.
La responsabilité. J'avais une question sur est-ce que vous avez assez de données de recherche ou est-ce que c'est difficile d'avoir de la donnée? Et ma deuxième question derrière, c'est comment est-ce que nous, dans la salle, là, aujourd'hui, si on se dit je suis prêt à faire avancer la recherche et en tout cas donner un coup de main, comment est-ce que nous, on peut aujourd'hui vous parler de nos expositions pour que peut-être dans 15 ans, ce soit utile dans vos recherches? Merci pour la question. Elle n'est pas simple parce que on peut toujours accumuler de la donnée. Ça, c'est toujours possible. La question, très souvent, elle est plutôt de quelle question on veut aborder et en fonction de la question, de quelles données on va avoir besoin. Donc ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que, voilà, est-ce qu'on a assez de données? Je dirais que ça dépend de la question qu'on souhaite aborder. Il y a, pour certaines questions, oui, certainement. Pour d'autres, certainement pas. Et puis, on a des questions qu'on n'a pas imaginées. Et du coup, on ne sait pas si on a besoin des données. Après, en tant qu'individu, aujourd'hui, comment on fait si il y a des questions qui nous taraudent et on aimerait pouvoir justement travailler... je pense que la science s'ouvre. En tout cas, la recherche s'ouvre sur les citoyens. On parle beaucoup, aujourd'hui, on avait typiquement un atelier sur la recherche participative et sur la méthodologie de la recherche participative et comment on la mettait en place. Alors là, c'était plutôt du côté recherche, mais évidemment, la même chose s'adresse aussi à vous. Comment vous faites pour pouvoir participer à... Alors là, c'est intéressant parce que justement, il y a des initiatives qui peuvent partir des citoyens, des collectifs de citoyens. Justement, on a parlé de PIFAS tout à l'heure dans le sud de l'agglomération. On a des collectifs citoyens qui se mettent en place pour justement essayer de travailler cette question-là, qui trouvent des relais. On a parlé tout à l'heure de l'Institut éco-citoyen qui participe aussi à structurer un petit peu ces initiatives-là en lien avec la ville et la métro aussi, si je me rappelle bien. Donc il y a ces possibilités-là de rentrer par des collectifs qui sont déjà en place, etc. Après, il ne faut pas hésiter non plus. Typiquement, on a une adresse contact ShapeMed, etc. Vous êtes intéressé par une problématique particulière, nous adresser un petit mail. Tiens, est-ce qu'il y a des chercheurs qui adressent cette question-là? Parce que moi, je serais intéressé par participer à... Et puis, je ne dis pas que ça marchera, mais pourquoi pas? On peut essayer, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que, et en tout cas, c'est un des moteurs du projet ShapeMed, c'est d'essayer de replacer l'individu comme cible et acteur de son environnement. Et dans acteur de son environnement, il y a justement la possibilité de participer à des recherches et de participer à des initiatives. Donc il y a des portes qui sont ouvertes par des initiatives citoyennes. Il y a des portes qui peuvent être ouvertes par des projets de recherche. Et puis, il y a un moment où il faut en effet toquer à la porte et espérer que ça marchera. Mais de plus en plus, on voit quand même fleurir ces recherches participatives où on peut demander une implication à différents niveaux en fait, des citoyens. Et je pense que ça, c'est intéressant. Il y a typiquement des suivis de la biodiversité réalisés par le Muséum d'histoire naturelle à Paris, où vous avez simplement à photographier les plantes de votre jardin. Voilà. Bon, c'est pas une implication très forte. Après, vous pouvez aller jusqu'à des suivis des populations d'oiseaux où vous avez des protocoles hyper carrés, machin truc et tout ça. Et là, ça vous demande un investissement qui est plus important. Après, il y a la possibilité de participer à la construction des questions de recherche avec un collectif qui mixe des citoyens, des associations, des chercheurs. Donc, vous voyez qu'il y a tout un panel en fait, dans lequel on peut trouver aussi sa place en tant que citoyen pour participer à la recherche en tant que fournisseur de données ou même un peu plus si il y a possibilité. On parle, et j'imagine que Béatrice pourra en reparler, des patients aujourd'hui qu'on va impliquer dans les recherches qui sont autant à l'origine des questions qu'à leur traitement. Donc voilà, c'est tout un tas de choses qui commencent quand même à bouger pour faire de la place aussi dans ces problématiques de recherche aux citoyens. Donc il y a des portes qui s'ouvrent. Est-ce que vous voulez compléter, Béatrice?
Oui, je ne peux que souligner ce que Fabrice vient de dire. Il y a certaines cohortes, et je pense à la cohorte Nutrinet. C'est une grande cohorte nationale qui s'intéresse à l'impact de l'alimentation sur les pathologies, mais aussi de l'exposition alimentaire à des facteurs environnementaux. Et c'est une cohorte qui est entièrement sur Internet et qui recrute toujours. Et donc, vous pouvez taper Nutrinet et vous pouvez participer à la cohorte. Et comme tu dis, parfois c'est contraignant. Donc là, il faut régulièrement répondre à des questionnaires. Et donc, il y a la partie participative. Nous, on travaille là-dessus depuis maintenant pas mal d'années. D'abord, on était sur... voilà, on posait des questions, on demandait l'avis à des patients ou à des proches. Et aujourd'hui, on est sur... D'une part, on vient de lancer une étude dont l'idée et le sujet nous a été donné par des patients qui nous ont demandé, à savoir, on a des programmes de prévention chez les patients atteints de cancer, notamment sur l'alimentation et l'activité physique pendant après cancer. Et les patients nous ont dit, c'est très bien votre programme, ça nous a apporté beaucoup, mais quand on rentre après à la maison, et puis notre famille n'a pas participé au programme et continue à être assis, j'exagère, manger des chips et fumer des cigarettes. On a un grand moment de solitude, vous ne pouvez pas faire quelque chose pour eux. Et donc, on a lancé avec la participation des patients et de leurs proches une étude où on va comparer, faire de la prévention, l'activité physique et l'alimentation ciblée sur le patient, ou quel est le bénéfice si j'intègre. Donc là, on fait avec le conjoint qui participe. Un autre programme à destination des proches atteints de cancer, où ça fait maintenant, depuis 3 ans, qu'il y a 3 proches de patients qui travaillent avec nous. C'est-à-dire, elles viennent aux réunions discuter avec nous et ils ont vraiment participé à la formalisation de cette intervention de prévention des risques chez les proches qu'on a développée. Donc voilà, je trouve ça illustre, effectivement, il y a différentes formes que ça peut prendre. Et effectivement, ce projet d'Institut éco-citoyen avec la métropole pour là aussi donner une structure à la participation et notamment sur des questions, je dirais, environnementalement et socialement vifs. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons devoir malheureusement nous quitter. Maintenant, il va être l'heure de conclure cette soirée. Donc, merci Fabrice Wavre, merci Béatrice Fervert et merci aussi à vous, public, pour votre attention.